je me suis foiré. Bonjour, premier vrai festivlog. Alors là on n'est pas sur Annecy, on est sur Thônes. Il est environ peut-être 7h40. On a un car qui monte sur Annecy à 8h. Je vais vous montrer un petit peu le programme de la journée, ce qu'on va voir et ce qu'on va faire sur Annecy. Du coup là j'ai déjà pu monter un petit peu le vlog d'hier ou d'avant-hier. Je sais pas comment je vais réussir à tenir mon rythme. Et j'ai pu me rendre compte de certaines choses, notamment de mon commentary absolument incroyable, fabuleux et qui manque juste... Oui voilà. À vrai dire, je me pose pas mal de questions actuellement. Bon, il est assez tôt, c'est peut-être pour ça, j'ai la tête un peu dans les fesses. J'aurais bien aimé tenir un rythme d'un vlog par jour. Là, je me rends compte que vraiment, c'est pas possible. Faire des vlogs, en fait, c'est un peu compliqué. Annecy, Annecy, c'est le plus beau des festivals. Du 12 au 17 juin, il y a eu le Festival d'animation d'Annecy, la 41e édition, et pour moi c'est la première fois que j'y allais, et j'ai eu la chance d'avoir cette accréditation, donc une carte presse, qui notamment m'a donné quelques petits avantages comme les séances, toutes les séances je pouvais y aller gratuitement, sinon il y avait accès à des conférences et à plein de trucs que j'ai pas fait d'ailleurs, j'en ai pas bien profité comme il faut, et surtout je devais vous filmer 5 vlogs, donc j'y allais 5 jours, je devais faire un vlog par jour. Et là aussi je me suis planté, il y en a qu'un seul qui est sorti, c'était même pas celui du festival, c'est un truc que j'avais fait avant. Bref, un beau petit échec. Et du coup, puisque j'ai quand même filmé certaines choses, je vais les mettre dans cette vidéo qui serait une grosse vidéo récapitulative. On va parler des films que j'ai pu voir en fin de vidéo, vous allez voir, j'ai prévu un petit truc. Mais donc déjà, mon avis rapide sur le festival, c'était juste fou en fait, c'était vraiment trop bien, il y avait plein de gens, des super rencontres, il y avait des séances de films de fous que j'aurais pas pu voir autrement, je pense. En plus, c'était quand même Annecy, je pense qu'il n'y a pas meilleur cadre pour ce genre de festival, parce que voilà, le lac, les montagnes et tout ça, bon bref, voilà. Ça m'a permis aussi de voir ma première expérience dans la réalité virtuelle, donc avec le fameux casque. On a pu voir 3 films avec Camille, qui est celui qui m'accompagnait, donc le beau et grand Camille, mon caméraman, bien plus que ça d'ailleurs, toute une histoire. Donc là, on est dans le coin pour la réalité virtuelle. On a plusieurs films d'animation, des petits trucs un petit peu pour voir. C'est la première expérience que je fais, voilà, en réalité augmentée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, le premier à tester, c'est Camille. Lui aussi, c'est la première fois qu'il teste. Donc on le voit en totale immersion, c'est rigolo. Mais là, ça a l'air d'être un film assez calme. Il n'y a pas de réaction vive. Alors ce qui est mieux parce que je passe juste après. Donc première expérience en réalité augmentée, donc c'était Rainbow Crow, un petit film, c'est pas encore finalisé, donc là c'est un petit extrait de 4-5 minutes. Vraiment immersion nickel, juste un petit peu le casque qui est lourd. Et non, sinon au niveau de l'image et tout, j'ai vraiment été impressionné par la résolution et par les animations, c'était vraiment super beau, avec un petit furet et tout. Ah non, vraiment validé quoi. Donc voilà, réalité virtuelle, très bonne expérience, 3 très bons films. On a aussi pu faire des petites visites dans les commerces du coin, donc BD Fugue, aussi un très bon magasin de troc, donc il y avait plein de trucs d'occasion, des CD, des DVD, des comics, des machins, des bidules. On a pu y rencontrer une personne très sympathique, donc Nicolas, si tu me regardes, bah voilà, bonjour. Alors je suis là depuis lundi, donc j'ai débarqué de Lyon. Et ouais, bah, c'est vraiment chouette comme festival. Je connaissais pas du tout Annecy. Ah, c'est la première fois que tu viens au festival d'Annecy? Ah ouais, c'est la première fois. Je connaissais absolument pas. Du coup, le temps de prendre mes marques. Ok, donc là, t'as vu quoi déjà depuis lundi? Bah essentiellement que les courts-métrages. Je me suis fait tous les courts-métrages en compétition. Il y a eu des surprises. Il y en avait que je connaissais déjà. Globalement, ouais, c'était vraiment sympa. Du coup, t'as peut-être un coup de cœur, certains qui t'ont plus marqué que d'autres, peut-être des pronostics puisque, un coup de cœur, bah, c'est très difficile pour l'instant, j'aimerais bien te le dire à la fin du festival si on se recroise. Ouais, un avis global, franchement, je suis impressionné parce que c'est super bien organisé. Par contre, c'est pas très bien desservi et faire gaffe. Heureusement que j'ai eu des potes qui m'ont ramené Tu sais, il y a plusieurs salles de projection un peu éparpillées dans toute Annecy. Est-ce que d'une salle à l'autre, tu arrives à t'y retrouver, ça va pour Ouais, franchement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Puis les gens sont sympas, tu demandes à côté. C'est vrai qu'on peut échanger super facilement, il y a des gens qui viennent de tous les bords, il y a beaucoup du coup qui bossent dans l'animation, donc c'est vrai que c'est super cool. Ouais, bah merci Nico, j'espère qu'on va se recroiser durant le festival.
festival à toi. Toi aussi, toi aussi. Merci. Bref, vraiment c'était cool, et on va donc passer aux 8 films que j'ai pu voir, il manquait une main. Donc 8 films, alors il y en a certains qui étaient en compétition, d'autres pas, donc ce sera vraiment mon expérience personnelle vis-à-vis des films que j'ai pu voir, et c'est pas très représentatif de ce qui s'y passait, et peut-être aussi de ce qui avait de plus intéressant à voir, ça je sais pas, parce que du coup bah j'ai pas tout vu. Et pour vous en parler, on va retourner dehors, parce que c'était un petit peu ça le principe des vidéos, vous faire des vlogs, et bah là on n'est pas tellement en vlog, hein, donc c'est parti. On est peut-être plus sur Annecy, mais Dieppe c'est sympa aussi. Et voilà, on est en extérieur, alors je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder. Je vais vous parler des 8 films que j'ai pu voir, et ce sera classé par ordre de préférence, et pour le côté vlog un petit peu sympa, on va essayer de changer de décor pour chaque film. Donc pour le premier film, j'ai pas grand chose à dire dessus, ça s'appelle 1917 The Real October, donc c'est un film allemand sous-titré anglais qui parle de la révolution russe. Alors pour être honnête, je me suis endormi devant carrément, donc voilà, je peux pas vraiment pas vous dire grand chose dessus. Je vais pas vous dire que c'est mauvais parce que finalement j'en sais rien, en plus j'ai rien compris parce que sous-titré anglais, bah voilà. Allemand encore plus, non, vraiment j'ai rien compris. Donc voilà, c'est un film qui m'a pas captivé, mais je vais pas vous dire que c'était mauvais ou quoi parce que j'en sais vraiment rien. Si le sujet vous intéresse, pourquoi pas à la limite. Et nous voilà dans le premier décor pour parler du deuxième film qui occupe donc la 7e place de ce classement, et c'est Space Battleship Yamato Résurrection. Un film de Yoshinobu Nishizaki qui est sorti en 2009, donc c'est pas le premier film Space Battleship Yamato. Alors pour ceux qui connaissent pas Space Battleship Yamato, c'est d'abord un manga très connu du space opéra de Leiichi Matsumoto qui doit dater je pense des années 70. Alors il y a eu une adaptation en animé qui fait il me semble plus de 200 épisodes, il y a eu plusieurs films d'animation comme ça d'une durée de 1h30, 2h. Je pense que pour celui-là on s'avoisine peut-être plus des 2 heures. À vrai dire lui aussi je me suis endormi devant, mais déjà c'était aussi à cause des sous-titres qui étaient en anglais. Et bon, c'était que pendant 20 minutes je crois. Donc, comme je l'ai dit, le film dure 2 heures, donc j'ai quand même bien réussi à comprendre et bien apprécier, puisque oui, c'est un film que j'ai bien apprécié. L'histoire rapidement, ça parle d'un trou noir qui menace la planète Terre, donc qui va... Merci le portable. Donc l'histoire, comme je disais, c'est un trou noir qui menace la Terre et ses habitants, donc du coup ils vont faire des convois pour envoyer les terriens sur d'autres planètes plus en sécurité, et il s'avère qu'il y a un méchant avec toute une armée qui menace les convois, et donc pour les sécuriser, pour les protéger, les terriens vont faire appel au Space Battleship Yamato et son célèbre commandant dont j'ai totalement oublié le nom. Faut savoir justement que c'est le premier film de la saga que je regarde. Je suis pas fan d'habitude des space opéras, mais comme j'ai dit, j'ai bien aimé, et ce déjà parce que c'est bien réalisé, c'est bien fait. Donc les vaisseaux spatiaux, il y a des effets spéciaux, et justement les vaisseaux spatiaux sont faits en 3D, mais c'est de la belle 3D, donc ça passe très bien. Les scènes d'action dans l'espace sont grandioses, vraiment c'est sublime. Au-delà de ça, pour les personnages, c'est de l'animation 2D plus classique, mais qui là aussi passe très bien, c'est fluide, c'est bien rythmé, ça marche bien. Et un truc que je trouve important dans le space opéra, c'est que hormis le côté grand spectacle, moi j'aime bien aussi quand on développe un petit peu les personnages, et là c'est le cas avec donc notamment le commandant qui a une petite histoire avec sa fille et sa femme qui est décédée, ou en tout cas portée disparue depuis sa dernière excursion, si j'ai bien compris, qui donc se passe dans un film précédent. Donc on garde le petit côté humain qui est bien sympa, donc voilà, il y a de l'émotion, surtout durant le spectacle quand même. Il y a un petit peu de géopolitique, enfin bref, je pense que c'est tout ce qu'on attend d'un bon film de Space Battleship Yamato et d'un bon space opéra. Encore une fois, je suis pas un expert. Je sais pas du coup si c'est avec ce film-là qu'il faut commencer. Personnellement, ça m'a pas dérangé, j'ai, je pense, tout compris. Après voilà, peut-être que d'autres personnes qui s'y connaissent un peu plus vous diront qu'il faut commencer par la base, donc peut-être les 250 épisodes de la série d'animation des années 70, je sais pas. Mais en tant que total néophyte, c'est quand même un film que je vous recommande. Et on va donc pouvoir passer au film numéro 6 dans un autre environnement. En fait là on vient juste de se mettre à côté, donc tout à l'heure on était là, et on va se dépêcher parce qu'il commence à pleuvoir, hein. La Normandie c'est pas Annecy. Donc on va parler pour sa 7e place de Zombillenium, un film de Arthur de Pince qui a donc fait la BD en 3 tomes et Alexis Ducor. L'histoire c'est donc celle d'un contrôleur des normes de sécurité qui donc se charge de faire fermer des établissements qui ne respectent pas les normes de sécurité, puisque c'est un contrôleur des normes de sécurité. Donc il va essayer de fermer un parc d'attractions d'épouvante, donc avec des vampires, des zombies et tout ça, donc des vrais vampires et des vrais zombies. Et tout ne va pas se passer comme prévu pour lui, puisqu'il va plus ou moins se faire attaquer par le directeur, et finalement il va faire partie du staff, donc ça va devenir une sorte de démon mi-zombie, mi-je sais pas trop quoi. Genre,
Donc finalement il va faire partie de Spark et il va plutôt se battre pour le faire persévérer, puisque son directeur, qui n'est autre que Satan, va un petit peu faire la pression auprès des différents membres. Et bref, de toute façon je vous laisse regarder, je vais pas trop vous en dire dessus. Alors juste je regarde un petit peu mes notes. Oui voilà, de toute façon j'ai pas grand chose à dire non plus dessus. Tout simplement c'est fun, c'est un bon film bien drôle avec beaucoup de scènes humoristiques qui marchent très bien. C'est assez bien rythmé et puis surtout le principe en lui-même d'un parc d'attractions avec des zombies et tout, c'est ultra cool, donc ça marche super bien. Il me semble que pour l'animation, donc la réalisation est très bonne et ça doit être du cel shading, donc en fait c'est des modèles 3D auxquels on ajoute une sorte de filtre pour un rendu 2D, donc un petit rendu dessin animé plus basique, enfin comme si c'était du dessin animé 2D classique quoi, mais avec du coup plus de fluidité. Je sais pas si je suis très clair, mais c'est aussi un petit peu ça les vlogs, voilà, on se laisse porter par le cœur. Au-delà de ça, au niveau du doublage, on a droit pour le squelette au mec de Skip the Use. Oui, j'ai vraiment écrit le mec de Skip the Use, je sais pas comment il s'appelle, c'est le chanteur. Donc il y a un petit côté rock'n'roll avec ce personnage qui du coup passe extrêmement bien. Skip the Use, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un très bon groupe de rock français. Donc Zombieland, très bon film d'animation français, vraiment sympa, bon divertissement. Je vous le recommande, je sais pas s'il sortira en salle, et si c'est le cas, je pense qu'il sortira pas dans beaucoup de salles, peut-être à la télé. Donc en tout cas, si jamais vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas, c'est vraiment très bon et ça me donne envie de lire les bandes dessinées aussi, qui apparemment sont du même niveau si ce n'est mieux. Donc voilà, Zombieland, le film, les BD, c'est très bien. Et on va changer de décor avant qu'il pleuve vraiment. Voilà, ça c'est ce qu'on a, oula le plan, c'est ce qu'on a au-dessus de nos têtes là, c'est pas très rassurant. Là on s'en dégoûte, donc on va vraiment se dépêcher. Le 5e film, c'est le film chinois Big Fish et Begonia, puisque là le principe du festival de cette année c'était de mettre en... Je me suis fait piquer en vrai. Je crois qu'il y a des orties. Ah il y a une abeille là. Ce vlog de l'extrême. Il pleut en plus, ça tourne mal, explication. Donc Big Fish et Begonia, un film, je pense que je vais mal le prononcer mais je tente quand même, de Liang Xiu et Chen Zhang. L'histoire, c'est celle d'une petite fille qui se transforme en dauphin pour aller faire un voyage initiatique dans le monde des hommes. Et je vais juste me limiter à ça. Alors en fait, en partant de ça, on pourrait croire que le film se passe justement dans le monde des hommes, alors qu'en fait pas du tout, ça dure même pas 20 minutes du film, c'est même pas le quart. Et justement c'est... Alors bon, pour donner mon avis global dessus, c'est un beau film, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans. Je sais qu'il y a pas mal de personnes, en tout cas avec qui j'ai parlé, qui ont adoré le film, qui l'ont trouvé vraiment splendide, qui ont même pleuré devant. Et j'ai du mal à comprendre parce qu'en fait il y a énormément d'éléments, de très bons éléments d'ailleurs. Donc pour vous développer quand même un petit peu plus l'histoire, la fille, donc le dauphin, va se transformer en fille et rentrer chez elle. Et en fait quand elle était en dauphin, elle s'est fait sauver par un jeune homme qui est mort de noyade du coup. Elle va le ressusciter et c'est à partir de là que le film commence vraiment. Et en fait, donc comme je disais, il y a énormément d'éléments et j'ai eu du mal à me rattacher à quoi que ce soit. Par exemple, un truc tout con, la fille a une mère et donc cette mère est très protectrice, donc elle fait attention à ce que sa fille ne fasse pas de mauvaises choses. Malheureusement, donc, elle va franchir un interdit en ressuscitant ce personnage. Je sais pas si je suis très clair, est-ce que tu comprends? Oui, le petit garçon. Il comprend. Et donc ce qui aurait pu être intéressant dans le film, c'est de voir cette relation mère-fille et de voir un petit peu les réactions de la mère face à tout ça. Et en fait, elle apparaît pas tellement dans le film et il y a une scène de fin, je vais pas spoiler, mais il y a une scène de fin où justement on est censé éprouver quelque chose en voyant la mère dans un état précis. Et moi du coup j'ai rien ressenti parce que la mère je la connaissais pas tant que ça, elle est passée peut-être dans 3-4 plans. Et en fait il se passe tellement de choses dans l'histoire, il y a tellement de moments où l'histoire aurait pu démarrer, ou aurait pu développer certains éléments. Enfin bref, il y a tellement de choses que voilà, je trouve que ça manque peut-être un petit peu de repères et ça développe pas grand chose, sauf une chose qui là est vraiment le point fort du film, c'est le bestiaire. On peut rapprocher ça à du Miyazaki, notamment Le Voyage de Chihiro, parce que il y a énormément de bestioles diverses et variées dans l'univers de la jeune fille. Et ça par contre voilà, le film est plaisant à voir, c'est joli et cette fois-ci je me suis pas endormi devant. Hop. C'est quoi ça, c'est de l'orage? Ah ouais. Bah voilà, on ment pas, on prend vraiment des risques pour cette vidéo. Tout à l'heure on était ici, maintenant on est là, voilà, ici. Et donc pour cette 4e place, on va parler de Lou et l'île aux sirènes de Masaaki Yuasa, donc qui a aussi fait Mind Game, que j'ai vu aussi tout récemment. Encore une fois, ça va être dur de parler de ce film parce que tout simplement, voilà, le réal est assez particulier. En tout cas, il fait les choses
très perché. Je pense que pour ceux qui connaissent, ne serait-ce que Mind Game, voilà, vous comprendrez. Alors on n'est pas du tout dans le même délire par contre pour ce film-là. L'histoire vite fait, c'est un personnage qui s'appelle Kay, je crois. Là, c'est possible que je me gourre. On va l'appeler Kay dans le doute. Donc Kay qui est un jeune garçon un peu paumé, qui a pas tellement d'amis, mais voilà, qui vit sa vie, qui fait des musiques de son côté, des musiques électroniques, et qui va justement rejoindre un groupe. Alors de base, il est pas... Bon, il est consentant, mais voilà, il est pas super chaud. Mais n'empêche qu'il va rejoindre ce groupe. Donc ils sont sur une petite ville portuaire. Et ils vont aller sur une île, donc l'île des sirènes. Et justement, ils vont faire la rencontre d'une sirène qui s'appelle Lou et qui réagit à leur musique. Donc du coup, ils vont l'incorporer dans le groupe. Et voilà. Donc là, je pense que déjà, une des réactions que vous pouvez avoir, c'est « D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a ?» Parce que bon, voilà, tu viens d'entendre le synopsis, quelle est ta réaction derrière la caméra? J'ai envie de voir la suite parce que ça ne me raconte pas toute l'histoire. D'accord. Mais en vrai, c'est déjà une grosse partie de l'histoire. Hein. Et justement, c'est pas le synopsis qui est intéressant, c'est pas l'histoire, mais c'est vraiment la manière de la raconter. Et je sais pas trop quoi dire. Je pense que j'ai pas tout compris en fait. Je sais pas s'il y a une vraie volonté derrière de raconter quelque chose, genre un côté méta ou j'en sais rien, mais j'ai bien aimé. Fondamentalement, j'ai bien aimé. Tu vois, instinctivement, j'ai bien aimé. Genre, j'ai regardé, j'ai pas tout compris, mais j'ai bien aimé. Visuellement, puisque donc c'est quand même l'aspect le plus important de ce film. Alors, c'est pas le même délire que Mind Game. Dans Mind Game, on avait de la rotoscopie par moment, et puis des méthodes qui utilisaient des images réelles, et puis de l'animation plus classique. Enfin, c'était un bon gros bordel. Là, non, c'est l'animation 2D, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais par exemple, dans les chara design, il y a beaucoup de moments où les expressions des personnages sont très surexagérées. Donc, c'est assez marrant. Voilà, c'est un film tout à fait cocasse. Hein. Et il y a vraiment un côté cartoon qui s'en dégage, donc tout ce qui est Toon Toon et tout ça, donc le lapin, voilà, bip bip, coyote, machin. Notamment, donc il y a des parties de danse. C'est un film, voilà, où on danse, c'est la bonne humeur, c'est un feel good. Donc même si vous contrôlez... C'est le stress des orages. Donc je voulais dire, même si vous comprenez pas, il y a quand même une bonne aura qui s'en dégage. Ça donne envie de sourire, de danser, de profiter de la vie. Et c'est beau ce que je raconte. Mais ce que je voulais dire de base, c'est qu'il y a des scènes de danse, et notamment au niveau des animations des jambes, il y a beaucoup de plans voilà, qui filment les pieds. Il y a un côté très cartoonesque, très exagéré, très rond, très fluide. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment un bon gros bordel, je ne saurais pas comment le définir autrement. Mais un bordel différent de Mind Game. Et ça c'est bien. Bref, Lou et l'île aux sirènes, c'est une galère pour en parler, comme Masaki Yuasa, de toute façon voilà, c'est un truc qu'il faut voir, mais du coup, regardez-le parce que c'est quand même très bien. Numéro 3, A Silent Voice, un film de Naoko Yamada et tiré du manga de Yoshitoki Ohima. Alors pour ce film-là, j'en avais parlé déjà avec Géros, il y a un retour vidéo, donc je vais un peu mêler les images d'Annecy et celles de Dieppe. L'histoire, pour ceux qui la connaissent pas, c'est celle de Shoko, qui est une petite fille muette et sourde, et qui va subir des brimades de la part de comment il s'appelle? Shoya. Donc le garçon s'appelle Shoya. Donc voilà, elle va subir du harcèlement. Et finalement, les deux vont se retrouver plus tard. Shoya a changé et donc ils vont essayer de se réconcilier. Et voilà. C'est à peu près ça l'histoire. C'est un beau film, hein, ça part d'une belle histoire et d'un beau manga. Donc le film, personnellement, je l'ai trouvé assez fidèle du manga. C'est pas une retranscription, ça diverge sur certains points. Mais ça reprend les grandes lignes. Pas tout, notamment il y a une scène, la scène de la réalisation du film qui est dans le manga mais qui n'est pas dans le film. Non mais de toute façon c'est le sujet du manga, ce dont le manga parle en 3, c'est qu'il n'y a aucun personnage qui arrive à communiquer. Verbalement, ils peuvent sans doute de parole, mais ils sont aussi incapables de communiquer que Shoko. Le problème c'est que dans le film, c'est tellement rushé. La galerie de personnages, elle a un intérêt central dans le manga. Ensuite, le tome 2, ils apparaissent, je crois, jusqu'au tome 7. Et tu parlais des éléments qui ont été enlevés. Donc il y a le film, la fabrication du film, qui dure, je crois, peut-être 3 ou 4 tomes, et qui est totalement absente du film. Mais ce qui fait du coup l'utilité des personnages, des amis, donc de Kawaii, de Sahara, de Ueno, elle est un peu limitée. Moi je trouvais déjà dans le manga qu'il était assez mal écrit. Dans le manga, il y avait quelque chose qui les liait tous, c'était la réalisation du film. Et dans le long métrage, c'est totalement absent. Donc dans le manga, je sais plus exactement ce que c'était. Tu devais réaliser un film pour, entre guillemets, pour illustrer leur amitié. Enfin, ouais, c'est ça. Parce que le copain du héros veut devenir réalisateur.
D'ailleurs c'est pour ça que dans le film on le sait pas, mais c'est marqué Hollywood sur son t-shirt comme ça, hop, t'as compris la réponse. Tac. Comme on l'avait dit avec Géros aussi, il y a peut-être une place plus grande qui est laissée à la réalisation et donc à l'image, alors que le manga est peut-être un peu plus bavard et donc il nous dit peut-être un peu plus directement ce qu'on doit ressentir, voilà. Notamment la question de l'amitié, moi je l'avais pas relevé mais Géros oui, comme quoi le manga parle beaucoup de l'amitié, qu'est-ce que c'est machin, et dans le film c'est fait de manière un petit peu plus subtile, un peu moins explicite. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'était l'adaptation d'un manga dont l'héroïne est une malentendante, donc qui communique par les mouvements. Le fait d'animer ça, ça a un sens qui est évident. Et je trouve que Naoko Yamada, elle transcende magnifiquement ça. Elle a une putain de sensibilité. Je m'étais dit à ce moment-là que c'était un petit peu un Makoto Shinkai féminin. Je trouve qu'on retrouve pas mal de ça dans le film. Et surtout que c'est encore produit par Kyoto Animation. Et qui sont quand même putain de forts ces gens-là. C'est sublime quoi. Genre dans les reflets, dans le soin apporté à tout, même juste à l'animation. Évidemment le fait qu'elle communique, tout passe par là et ça donne une force qu'il n'y a pas dans le manga à mon sens. À côté de ça, il y a un vrai travail qui a été fait et encore une fois, c'est aussi dans le manga, donc le travail sur les perceptions, les difficultés à s'exprimer, et je lis mon portable, c'est écrit dessus. Et justement, puisque ça traite de l'amitié mais aussi du handicap, j'aurais bien aimé, moi personnellement, c'est le reproche que je ferais au film avec sa première demi-heure qui m'a un petit peu perdu, alors que pourtant j'ai eu le manga donc je savais ce qui s'y passait. Vloguer culon. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont fait avant moi. Donc oui, je disais le travail sur le son. Je me rappelle d'un chapitre, là encore j'en ai parlé avec Géros, qui était du point de vue de Shoko. Alors il me semble que c'était un de ses rêves et le texte était scindé, c'est-à-dire qu'on ne voyait qu'une partie du texte, donc on pouvait deviner ce que disaient les personnages, mais on avait un petit peu du mal, comme Shoko avec ses appareils auditifs. Et j'avais trouvé ça super intéressant. Et c'est quelque chose qu'on aurait pu retrouver dans le film, donc avec un jeu sur le son, peut-être étouffer un peu les voix et tout ça. Ça aurait été super intéressant, surtout que le support est idéal. Et finalement, on le retrouve pas. Il y a juste une scène avec du texte, alors c'est fait de manière un peu différente et je vais pas vous en parler plus pour pas spoiler. Mais voilà, je trouve que c'est dommage. Je pense que ça joue bien avec l'image, mais ça aurait peut-être dû jouer un petit peu plus avec le son. Au-delà de ça, le film comme le manga, je vous le recommande. C'est du très bon, c'est une histoire très touchante. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard sur la chaîne. Et voilà. Numéro 2, Perfect Blue de Satoshi Kon. Alors Perfect Blue, c'est le deuxième Satoshi Kon que je regarde après Paprika. Et c'est le premier film de Satoshi Kon qui est sorti en 1997. Et vraiment, j'ai adoré. C'est pas pour rien qu'il a la deuxième place. Il n'était pas en compétition puisque du coup, il est assez vieux. Et c'est le premier film que j'ai vu du festival. Tout ça pour dire que voilà, j'ai adoré. Et dès le départ, je me suis dit, c'est bon, ce festival, ça va être ouf. L'histoire, c'est celle de Mima, qui est une idole, donc qui est dans la musique, et qui va se laisser aller par ses producteurs qui lui conseillent plutôt de faire actrice pour des séries télévisées. Donc voilà, c'est une fille assez effacée qui fait selon ce qu'on lui dit, donc qui n'a pas énormément de personnalité au début. Et cette reconversion va être pour elle le début d'un cauchemar, notamment à cause d'un fan qui va commencer à la harceler et ça va rapidement tourner au désastre et elle va devenir de plus en plus folle. Enfin bref, un film très oppressant et je pense que ça c'est le mot vraiment qui revient quand on parle de Perfect Blue, c'est oppressant. Au niveau de la réalisation, déjà dès les premiers plans, on voit que Satoshi Kon c'est quelqu'un qui sait maîtriser tous les codes du cinéma. Et au-delà de ça, il y a aussi un jeu au niveau du son. Donc encore une fois, je vais parler de la folie et tout ça. Il y a un plan, alors je vais pas spoiler, c'est un plan qui arrive au début et qui est pas si important que ça, mais que je trouve très représentatif de ce que je veux dire. C'est une scène où Mima découvre un blog qui est tenu justement par un admirateur secret. Donc au début, c'est juste des petits messages qui se mettent dans sa peau à elle, donc elle trouve ça mignon, elle rigole. Je sais pas s'il y a une musique, mais si elle est là, elle est calme. Donc voilà, une petite scène toute calme, toute gentillette. Et plus elle descend sur le blog, plus elle voit que c'est un délire un peu chelou finalement, qu'il écrit des choses un peu bizarres. Donc du coup on voit qu'elle commence à stresser et il y a la musique qui commence à saturer, donc elle devient de plus en plus forte pour finalement être vraiment oppressante, saturée, voilà. Ça se voit ou pas que je stresse parce qu'il n'y a plus beaucoup de mémoire? Au niveau de l'image, toujours sur cette scène, je me rappelle du plan, donc il y a un plan qui circule comme ça qui montre l'appartement, la fenêtre de l'appartement de Mima. Et toujours cette musique oppressante qui monte en crescendo jusqu'à ce que le rideau se ferme et donc là le calme revient. Et voilà, c'est des petits éléments comme ça mais que je trouve super prenants et vraiment il y en a plein des comme ça, il y a des scènes beaucoup plus marquantes et même c'est un film très bien écrit et il y a beaucoup de retournements de situation, même je pense qu'il faut le voir plusieurs fois pour tout comprendre. Bref, Perfect Blue c'est un thriller psychologique juste fou, je pense que j'ai préféré à Paprika, il est peut-être aussi plus facile à comprendre que Paprika. Pour ceux qui l'ont pas vu en tout
cas, je vous le recommande et la filmographie entière de Satoshi Kon, j'ai pas tout vu, mais elle doit être extraordinaire. Pire conclusion. Allez voir Perfect Blue. À la première place, le film que j'ai préféré voir durant le festival d'animation d'Annecy, Dans un recoin de ce monde, de Sunao Katabuchi. Il fallait vraiment pas que je me loupe là-dessus. Bref, c'est un film tranche de vie qui parle d'une petite fille qui s'appelle Suzu et qui habite à la ville d'Hiroshima en pleine guerre, ça se passe en 1945, et qui va avoir un mariage arrangé, donc elle va changer de ville pour aller dans une ville portuaire dont je ne sais plus le nom, Kure. Voilà. Donc on va suivre sa vie avec son mari durant la guerre. Et comme je l'ai dit, c'est un film tranche de vie, c'est-à-dire que c'est vraiment focalisé sur leur quotidien à eux. Et en fait, le contexte de la guerre, mais il prend jamais le dessus. Bon, enfin, on va dire que ça a une incidence sur leur quotidien, sur leur vécu. Mais on se focalise vraiment sur ce couple, sur cette famille. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant avec ce genre de film qui traite de la guerre au Japon. C'est un truc qu'on pouvait retrouver avec Gand Hiroshima ou peut-être aussi Le Tombeau des Lucioles. C'est que c'est toujours focalisé sur des personnages et généralement, c'est pas des soldats qui vont faire la guerre. Et je trouve ça vachement intéressant parce que du coup, il y a vraiment un côté, comment dire, un côté très humain qui s'en dégage du coup. Et en fait, voilà, rien que le fait de voir la guerre, mais selon la population, celle qui est restée, celle qui ne s'est pas battue, alors, moi en tout cas j'aime beaucoup et je trouve que c'est un côté beaucoup plus touchant, beaucoup plus émouvant et on voit encore plus finalement l'atrocité de la guerre, même, enfin je dis pas que sur le front c'était pas atroce, mais on ressent ce côté voilà, dur à vivre et enfin je vois que je suis flou, j'arrive pas à mettre les mots sur ce que j'ai ressenti. Tout ça pour dire que c'est un beau film et justement au niveau de l'image, il y a un petit côté aquarelle, justement un petit côté doux. Et dans les personnages aussi, leur chara-design, par exemple la fille qu'on voit sur l'affiche, donc le personnage principal, il y a ce petit côté enfantin, même dans son caractère, c'est une fille assez rêveuse, un peu tête en l'air, donc ça donne des passages un petit peu rigolos, très doux, très attendrissants. Il commence à pleuvoir, c'est l'horreur. Et il y a aussi un soin qui est apporté au détail. On m'a dit qu'il n'y avait aucun anachronisme qui a été reporté depuis la sortie du film. Je crois que c'est un film de 2015 ou de 2016. Alors que voilà, on voit plein d'éléments, on voit la ville de Kure, d'Hiroshima, il y a plein de trucs. Et apparemment, donc c'est très fidèle. On voit qu'il y a vraiment un soin qui a été apporté à ce contexte historique et social. Donc ça ajoute encore un petit cachet. Et puis bon voilà, il faut vraiment que je conclue vite parce que là il commence vraiment à pleuvoir et j'ai un peu peur pour le matériel. Bref, c'est le gros coup de cœur Dans un recoin de ce monde. C'est aussi beau que ce paysage. Un film que vous devez voir absolument. Et maintenant on va pouvoir rentrer. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve à l'appartement. De retour à l'appartement, je pense au vu du temps qu'on a bien fait de rentrer. Il me reste encore un film dont j'aimerais vous parler, un film qui occupe la place 0 et un film un peu particulier puisque je l'ai pas vu. Du coup c'est pas tellement moi qui vais vous en parler, mais d'autres personnes que j'ai pu croiser au festival et qui eux ont vu ce film, ça s'appelle Mutafukaz. Je pense que certains d'entre vous connaissent, c'est tiré d'un comics français dont j'ai déjà un petit peu parlé dans le vlog 0. Un film que je voulais absolument voir, c'était la séance à ne pas manquer. Malheureusement c'était juste après Silent Voice, il y avait du monde, j'avais pas pu réserver parce que c'était complet. Bref, j'ai pas pu y assister, j'en suis encore un petit peu chamboulé. Mais je vais donc vous laisser avec le retour à chaud de Guillaume et de Mathieu. Quand on adore la BD, on ne peut qu'adorer, et quand on ne connaît pas, on est emporté tout de suite. Ça c'est clair, je trouvais ça très sympa sans connaître la BD. Une vraie énergie. Oui voilà, une énergie, c'est foisonnant, il y a plein d'idées en termes de visuel, rien que ça c'est très accrocheur, direct. L'histoire en fait est complètement imprévisible justement, ce qui s'accorde complètement avec le fait que le visuel part dans tous les sens, peut-être parfois un peu trop dans tous les sens, mais on est vraiment emporté par le film tout de suite, quoi. Il faut dire que pour le visuel, c'est quand même c'est l'adaptation de la bande dessinée de Run, Guillaume Renard qui est le réalisateur également le réalisateur du film, mais c'est une coproduction franco-japonaise avec comme partenaire le studio 4 degrés à qui on devait déjà Amer Béton, et d'ailleurs on retrouve exactement le graphisme d'Amer Béton, la folie visuelle qui faisait tout le sel de ce film. Et du coup la jointure entre ces deux pattes, ça donne quelque chose d'hallucinant, avec en plus une BO tout tonnerre signée Toxic Avenger, et un doublage français absolument royal avec ni plus ni moins que les Casseurs Flotters, Orelsan et Gringe pour faire les voix des deux héros. Tout ça donne un concentré de punchline, d'énergie, de trash et de folie. Bref, que du fun. Et vu l'ambiance hystérique qui vient dans la salle, nous on l'a vécu en temps réel. C'était hystérie du début à la fin, hystérie totale à la fin quand il y avait le générique. C'était voilà, une soirée événementielle comme on en rêvait. Je suis bien dégoûté de l'avoir loupé quand même celui-là. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Pour moi c'était une expérience vraiment formidable et je pèse mes mots, c'était ouf.
Un grand merci au festival, aux membres de l'organisation, à ceux qui m'ont permis cette accréditation, c'était vraiment super sympa de votre part. Il n'y a pas tout le monde qui accepte les youtubeurs. Merci aussi à tous ceux que j'ai pu croiser, donc Nicolas, Géros, le fameux, Mathieu, Guillaume, Anaïs, tous les gens de Courte Focale et plein d'autres personnes encore. Et surtout un gros merci à Camille qui m'a soutenu et suivi et même filmé durant ces 5 jours, enfin durant 3 jours du coup. C'était pas évident mais il m'a beaucoup aidé et voilà, bah, sans toi il n'y aurait pas pu avoir d'image du tout donc merci à toi Camille, tu sais à quel point je t'aime. Merci aussi à Soline, voilà le meilleur pour la fin, et merci à vous d'avoir tenu jusque là. Je pense que ça doit être une grosse vidéo, donc voilà, si vous avez regardé tout, c'est que vraiment vous êtes des vrais. Non mais merci à vous, ça fait plaisir. J'espère du coup que ça vous aura plu. N'hésitez pas le pouce bleu, le commentaire, le partage, tout ça, tout ça. Je suis bien conscient que c'est pas la vidéo qui va faire le plus de vues, mais moi ça me tient vraiment beaucoup à cœur. Je me suis donné à fond, et même si j'ai un peu échoué, je suis quand même content de tout ce qu'on a traversé, et j'espère que ça se ressent en vidéo parce que là l'enthousiasme était à son paroxysme. Je parle beaucoup trop. Le festival d'animation d'Annecy, c'était peut-être une expérience vidéo un peu laborieuse, mais c'était une expérience culturelle très forte et surtout une expérience humaine mais de folie. Et ça c'est beau pour conclure, donc on va se quitter là. À la prochaine, même à très bientôt pour la Japan Expo. Ciao. Annecy, Annecy, c'est le plus beau des